Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse détaillée. Je suis vraiment ravie de vous retrouver, enfin de retrouver ceux qui nous écoutent pour décortiquer un sujet qui sature littéralement l'actualité en fait. Bonjour. Oui, c'est clair qu'on en entend parler tous les jours. Ouais, tous les jours, on voit ça en permanence sur les bandeaux déroulants des chaînes d'infos, et pourtant, ça reste un grand mystère pour beaucoup de monde. Je parle bien sûr de la croissance économique. Le fameux mot magique. Voilà, le mot magique, on nous bombarde de points des PIB, de courbes qui montent, qui descendent, comme si c'était l'unique tableau de bord de notre société, quoi. Alors que dans la réalité, ces chiffres bruts qu'on sert au grand public au journal télévisé, ils cachent une multitude de pièges et d'illusions en fait. Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vraiment s'appuyer sur une excellente série de 5 fiches analytiques en macroéconomie. Ce sont des fiches issues du programme Pour réussir en économie. Et ce qui est super intéressant ici, c'est qu'on a un cas d'étude concret. Oui, on ne va pas juste flotter dans la théorie pure. On va regarder l'économie tunisienne. C'est ça, l'économie tunisienne, avec des données qui sont vraiment scrutées à la loupe de 2008 à 2020. Et c'est une période d'observation fascinante, tu sais, parce qu'elle est suffisamment longue pour révéler les véritables dynamiques sous-jacentes d'un pays. L'enjeu de notre discussion aujourd'hui, la mission, pour ceux qui nous suivent, c'est vraiment de dépasser le vernis des pourcentages officiels. Parce que souvent, on voit du vert sur l'écran et on se dit, hop, c'est bon, on s'enrichit. Voilà. Conclusion hâtive, on se dit que la population s'enrichit, que le pays prospère. Mais notre but, à travers ces données, c'est de fournir une grille de lecture critique. Faut comprendre ce qui se passe réellement dans les coulisses de cette création de richesse. Faut ouvrir le capot, en gros. Ce qui nous amène tout de suite à notre premier grand segment. On pourrait intituler ça «Qu'est-ce que la croissance économique au juste?» Parce que pour poser les fondations, faut déjà qu'on s'entende sur la définition. C'est la base. Et on a souvent tendance à utiliser ce mot à tort et à travers. Ouais, du genre, tiens, l'usine du coin a produit 3 tracteurs de plus ce trimestre, boum, c'est la croissance. C'est exactement l'erreur courante. Selon nos sources, un simple pic de production passager, c'est pas du tout de la croissance économique. Ah bon? Donc si on produit massivement pendant 6 mois pour, je sais pas, une commande exceptionnelle, puis que tout retombe après, c'est quoi? C'est juste une fluctuation ponctuelle. La définition importante ici, stricte, c'est que la croissance économique, c'est l'augmentation continue, quantitative et surtout sur une longue période de la production globale d'une économie. D'accord. Continuer sur le long terme. Voilà, et l'outil de mesure par excellence pour évaluer cette dynamique durable, c'est le fameux PIB, le produit intérieur brut. C'est lui qui vient agréger toutes les valeurs ajoutées créées sur le territoire. Et d'ailleurs, les données tunisiennes qu'on a sous les yeux illustrent super bien cette notion de longévité. C'est assez spectaculaire sur le papier. Si on prend la fenêtre entre 2008 et 2019, on voit le PIB qui passe d'un peu plus de 55 milliards de dinars à, tiens-toi bien, plus de 127 milliards. Une belle envolée. Visuellement, la courbe, elle s'envole, oui. On parle de chiffres qui font plus que doubler en l'espace d'une grosse décennie. Et moi, mon premier réflexe face à ça, en tant que personne un peu méfiante, c'est de me dire, il y a un loup. Et t'as raison de te méfier. Est-ce qu'on peut vraiment affirmer qu'un pays est devenu 2 fois plus riche en si peu de temps? Eh bien non. Et s'arrêter à ce constat visuel, c'est tomber les deux pieds joints dans le piège numéro un de l'analyse économique. C'est ce qu'on va aborder dans notre segment 2 du coup. L'illusion des prix et le piège de l'inflation. Exactement. Parce que ces 127 milliards de dinars, ils sont bien réels sur les documents comptables, hein. L'argent a circulé. Mais ils reflètent pas nécessairement une augmentation équivalente du volume physique de la richesse créée. C'est la mécanique pernicieuse des prix. L'inflation. Je veux dire, on la subit tous quand on va faire nos courses, mais c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à l'impact que ça a sur les gros compteurs de l'État. C'est un biais cognitif assez classique. En y réfléchissant, un PIB peut très bien exploser sans qu'on ait fabriqué une seule chaise ou un seul ordinateur de plus. Il suffit juste que les étiquettes de prix changent. C'est le paradoxe parfait. Et pour déjouer ce mirage, les macroéconomistes scindent toujours leur analyse en deux. C'est crucial. D'un côté, on a le PIB nominal, Donc ça, c'est le chiffre brut. c'est ça. Calculé avec les prix de l'année en cours, il gonfle naturellement avec l'inflation, c'est un peu de l'air chaud. Et de l'autre côté, on a le PIB réel. Et ça, c'est le seul véritable indicateur de croissance. Parce qu'on a enlevé l'inflation dedans. Voilà. Pour l'obtenir, on neutralise l'effet des prix en les figeant sur une année de référence. C'est la seule méthode valable pour savoir si on a réellement produit plus de biens et de services ou si c'est juste notre monnaie qui perd de la valeur. D'accord, mais ça amène une question hyper concrète. Comment ils font les économistes pour nettoyer ces données nominales? Il
Il y a un filtre spécifique? Oui, il y a un outil mathématique redoutable de simplicité. Et c'est notre définition clé pour cette partie. Le déflateur du PIB. Le déflateur. Ça sonne un peu comme un outil de science-fiction. Ça pourrait. Mais en fait, on divise simplement le PIB nominal par le PIB réel. Ça nous donne un indice de prix qui mesure l'ampleur exacte de la hausse des prix sur toute l'économie. Pas juste sur un petit panier de courses, mais sur tout. Ça dégonfle artificiellement les chiffres. C'est le mot. Ça nous ramène à la réalité physique de la production. Et les chiffres de notre dossier sur la Tunisie, c'est un vrai cas d'école pour le coup. Les chercheurs ont pris l'année 2015 comme base, L'année de référence. l'année de référence, oui. Donc en 2015, logiquement, le PIB nominal et le PIB réel font jeu égal. Ils sont identiques. Exact. Mais là où ça devient fou, c'est quand on regarde la photographie de 2017, 2 ans plus tard. Le PIB nominal s'affiche à plus de 102 milliards de dinars. Là, au journal de 20 heures, on sabre le champagne. Sauf que, Sauf que le PIB réel, lui, une fois qu'on l'a passé au filtre du déflateur, il plafonne péniblement à 92 milliards 843 millions. L'écart est juste colossal. et cet écart, il révèle une vérité un peu dure à avaler. Sur cette courte période de 2 ans, les prix ont subi une augmentation de près de 9,87% par rapport à notre base de 2015. Presque 10% d'inflation qui gonflait les chiffres. Ce que ça nous dit concrètement, c'est que l'économie tunisienne a beaucoup moins grandi en termes d'usines ou de vrais services que ce que le joli tableau de bord nominal laissait espérer. Une grande partie de la croissance, c'était du vent monétaire. Donc, pour résumer, le PIB réel, c'est lui qui nous donne la vraie taille du gâteau national, sans la levure trompeuse de l'inflation. C'est une belle image. On sait enfin quelle quantité de nourriture il y a vraiment sur la table. Merci. Mais alors, même si on constate que ce gâteau réel a bel et bien grossi, admettons qu'on a vraiment créé plus de richesses, il y a une autre variable qu'on ne peut pas ignorer. Ah, je vois où tu veux en venir. Bah oui, un gâteau plus grand, c'est super, mais si le nombre de convives autour de la table a explosé entre-temps, on fait comment? Hmm. Ce qui nous plonge direct dans notre segment 3, la richesse par habitant, le véritable indicateur du niveau de vie. Et c'est la transition incontournable. Franchement, c'est l'un des angles morts les plus fréquents dans le débat public. On célèbre la croissance du PIB réel comme une victoire totale, en se disant que la richesse va ruisseler sur tout le monde, mécaniquement. Alors que confronter la création de richesse à la démographie, c'est juste vital pour comprendre la réalité sociale. Absolument. Si la population augmente plus vite que la capacité du pays à produire de nouvelles richesses, eh bien chaque citoyen se retrouve avec une part de gâteau plus petite. Et ça, alors même que le pays, globalement, affiche une croissance positive. C'est super troublant quand on y pense. Le pays est plus riche, mais toi, tu es plus pauvre. C'est mathématiquement implacable. C'est ce qu'on appelle le niveau de vie, mesuré par le PIB réel par habitant. En gros, on prend la richesse réelle totale, on la divise par le nombre d'habitants et ça nous donne une part théorique moyenne. Et les documents sur la Tunisie nous donnent quoi là-dessus? Pour l'année 2019, cette part théorique, elle s'élevait à un peu plus de 8250 dinars par personne. Bon, ça reste une moyenne, on est d'accord? Ça cache les grosses inégalités entre les très riches et les très pauvres. Oui, bien sûr, mais ça reste le meilleur thermomètre qu'on ait pour jauger l'enrichissement individuel global. Prenons un petit scénario théorique pour bien enfoncer le clou, pour ceux qui nous écoutent et qui essaient de visualiser. Imaginons un pays qui affiche une super croissance de son PIB réel, genre 2%. Les journaux titreraient sur la reprise. Grave! La reprise, la relance, tout ça. Mais en coulisses, la démographie de ce pays fait un bond de 4% la même année. Aïe! Le solde net, c'est moins 2%. Le pays produit plus de choses, mais l'individu moyen, lui, il s'appauvrit. Faut imaginer la frustration, le décalage entre le discours politique triomphant et la réalité du frigo qui se vide. C'est d'ailleurs la source de très nombreuses tensions sociales. Quand les citoyens entendent à la télé que l'économie croît, mais que leur propre pouvoir d'achat stagne ou recule, ils perdent totalement confiance dans les indicateurs. C'est normal. C'est pour ça qu'il faut toujours observer la vitesse à laquelle ces deux variables, la richesse et la population, évoluent l'une par rapport à l'autre. Et ça demande des outils de mesure bien spécifiques. Ce qui nous ouvre grand les portes de notre segment 4, FUT, dans l'atelier des économistes. Taux de croissance et coefficient. Parce qu'une fois qu'on a viré l'inflation, qu'on a surveillé la population, comment on mesure la vitesse du train? On ne regarde pas les courbes au doigt mouillé? Non, on a des instruments. L'instrument de base le plus universel, c'est le taux de croissance annuel. C'est le fameux pourcentage qu'on entend partout. C'est ça. Notre définition clé ici, c'est le calcul en pourcentage de l'évolution du PIB entre l'année en cours et l'année précédente.
C'est une photographie instantanée, très lisible pour comparer 2 années de suite. Ouah, l'opération est presque enfantine. L'année actuelle, moins la précédente, divisée par la précédente. Mais sur le long terme, Ah, quand on veut observer sur 5, 10 ou 15 ans, empiler des petits pourcentages annuels, ça devient vite indigeste pour le cerveau. plus personne ne comprend rien. Exactement. Et c'est là qu'intervient le coefficient multiplicateur. Ah, j'aime beaucoup ça. C'est vachement plus parlant. Parce que dire qu'une économie a fait plus 2% par an pendant 10 ans, c'est méga abstrait. Mais dire que la richesse de départ a été multipliée par 1,5, le cerveau tilte tout de suite. La psychologie des données joue un rôle énorme. Si on prend la Tunisie entre 2016 et 2017, le taux de croissance du PIB réel, c'est plus 2,4%. Ok, modeste. Et le coefficient multiplicateur nous dit que la richesse de 2016 a été multipliée par 1,0224. C'est une progression régulière. Mais les maths, elles révèlent surtout leur utilité quand on se prend un mur, non? Les ruptures brutales, oui. Et il y a eu un gouffre entre 2019 et 2020. J'ai vu les chiffres, c'est effrayant. Le taux de croissance s'effondre à moins 9,1%. Moins 9,1. C'est massif. On parle plus d'un petit ralentissement, près de 10% de baisse. C'est un véritable arrêt cardiaque de la machine économique en l'espace de 12 mois. Ça détruit complètement le mythe de la croissance comme un long fleuve tranquille. Totalement. Une contraction d'une telle violence, ça montre la fragilité structurelle face aux chocs exogènes. L'évolution de la richesse, c'est pas une ligne de droite vers les étoiles. Ça obéit à ce qu'on appelle les fluctuations macroéconomiques. Et ça nous amène naturellement à notre dernier grand axe, le segment 5, les fluctuations et le cycle économique. Parce que si on superpose toutes ces données sur un graphique, on n'a pas une belle diagonale. Non, pas du tout. Ça ressemble franchement à la ligne créniolée d'un électrocardiogramme, avec des pics de tension, des chutes libres, de longues phases de convalescence. J'aime beaucoup l'allégorie de l'électrocardiogramme. Ça illustre bien ce qu'on appelle le cycle économique, qui est notre dernière grande définition. Vas-y, explique-nous ça. C'est l'alternance répétitive des phases de hausse et de baisse de l'activité. Nos sources découpent ça en 4 phases distinctes. D'abord, l'expansion. C'est l'euphorie, la croissance est rapide. Tout le monde trouve du travail, les usines tournent. Voilà. Ensuite survient la crise. Mais attention, et ça, faut bien le retenir, dans le jargon, la crise, c'est pas la période de galère. C'est le point de retournement très précis. Le sommet de la montagne juste avant la bascule. Exactement, le point culminant. Après la crise, on entre en récession. Et là, il faut qu'on fasse une pause. Parce qu'il y a une distinction fondamentale à faire, sur laquelle les médias et les politiques font des raccourcis désastreux. La confusion entre récession et dépression. Mais oui, au moindre ralentissement, on crie à la dépression à la télé. C'est une erreur lourde de sens. En phase de récession, l'économie ralentit fortement. D'accord? Mais le taux de croissance reste positif. Donc le PIB réel continue de monter. Oui, la nation continue de s'enrichir, juste beaucoup plus lentement. La dépression, par contre, ça, c'est le scénario noir. C'est quand on passe sous la barre du zéro. Voilà. La croissance devient négative. Le PIB se contracte. On ne produit plus seulement moins vite, on détruit littéralement de la valeur. Et la décennie qu'on observe en Tunisie, c'est la vitrine parfaite de ce cycle. On y voit des phases d'expansion vigoureuses, flirtant avec les 3,9%. On a vu des périodes de récession, où le moteur tombait à 2,4%. Ça s'essouffle, mais ça avance. Et on a vu les chocs destructeurs. L'année 2011 avec un recul de 1,9%. Et bien sûr, la véritable dépression de 2020, avec ce plongeon terrifiant de moins 9,1%. Derrière cette volatilité, on capte bien qu'une économie, c'est un organisme super réactif. Et c'est là tout l'intérêt de faire la synthèse de ces 5 fiches. Évaluer la vitalité d'un pays, c'est pas juste lire un chiffre en bas d'une page. Faut dépouiller le chiffre de son inflation, isoler la production réelle. La comparer à la population. Oui, pour vérifier le vrai niveau de vie. Ensuite, on mesure le rythme exact. Et on intègre tout ça dans la respiration inévitable des cycles économiques. C'est une vraie leçon de prudence intellectuelle face aux gros titres sensationnalistes. Mais avant de nous quitter, j'aimerais qu'on fasse un petit pas de côté, sortir un peu des mathématiques pures. Ah, je t'écoute. On a décortiqué comment on mesure la quantité de ce qui est produit. Le volume. Le PIB, il empile les valeurs ajoutées avec une froideur de comptable. Mais cette mécanique aveugle, elle pose quand même une question énorme sur la nature de la richesse. Qu'en est-il de l'utilité réelle de ce qu'on produit? C'est vrai que c'est la grande limite philosophique de la macroéconomie. Le PIB s'en fout de la morale ou de l'écologie. Il n'a aucune conscience. Il est totalement indifférent à la nature de la chose mesurée. J'ai une image en tête. Prenons une absurdité totale.
Demain, l'État décide d'employer 100 personnes pour creuser un cratère géant au milieu du désert. Ok, Et le surlendemain, on réembauche ces mêmes 100 personnes pour le reboucher. je vois très bien où tu as. Les entreprises facturent, les salaires tombent, les impôts sont prélevés. Sur le papier, les indicateurs clignotent en vert. De la valeur ajoutée a été générée. Le PIB monte, la croissance est là. Mathématiquement, c'est incontestable. Mais dans le monde réel, Le trou est rebouché, on a cramé une énergie folle, on a pollué avec les pelleteuses et on n'a strictement rien apporté à la société. Le bien-être humain n'a pas bougé d'un millimètre. c'est l'illustration parfaite de la faille de nos indicateurs. Une croissance robuste peut masquer une économie complètement toxique. Un pays qui rase ses forêts primaires pour vendre du bois, son PIB réel, va exploser. Il s'enrichit sur le papier. Mais il détruit son avenir. Irréversiblement, le chiffre froid occulte la destruction des ressources, tout comme il occulte l'explosion des inégalités si la majorité du gâteau est prise par 3 personnes. Ça donne vraiment le vertige comme réflexion. On passe notre temps à optimiser un thermomètre qui au final ne mesure que de l'agitation, sans jamais nous dire si cette agitation a le moindre sens. Ça invite à regarder les choses autrement. Carrément, au-delà de la dictation du pourcentage. Eh bien, un grand merci à toi pour tes éclairages. Avec plaisir. Et merci à tous ceux qui nous écoutent d'avoir suivi cette exploration exigeante jusqu'au bout. Prenez du recul sur les chiffres qu'on vous donne et à très bientôt pour continuer à déconstruire les évidences de notre époque.